le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Charlotte Laurin. Parcours de bonne élève, à 30 ans, elle est parfaitement formatée. Directrice de développement pour une grosse agence de promo, elle travaille pour L'Oréal parce qu'elle le vaut bien. Elle fait la promo de Coca Light parce que c'est important de boire sainement. Première sortie de route, un tour en Asie en sac à dos à 6 mois. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Charlotte. Bonsoir. Comment vas-tu depuis 5 minutes ? Ça va très bien. Super vidéo, bravo. Ah, merci. Super inspirant. Oui. Ouais, on est très content de ce petit montage, merci. Et ben, comme d'habitude, je vais te laisser te présenter. J'aime bien laisser mon invité se présenter. Je pense que tu es mieux placé que moi pour parler de toi. Donc, qui es-tu, Charlotte ? On t'écoute. Alors, je m'appelle Charlotte. Je suis maman de 2 ados. Mon parcours, en fait, c'est un parcours hyper classique d'école de commerce, avec du travail en agence de promo à la sortie. Et à 30 ans, en fait, je pars faire un mini tour du monde pendant 6 mois. Et quand je reviens, je me dis que j'ai toujours envie de travailler, mais que j'ai envie de mettre un peu de sens dans mon travail. Et là, je découvre la collecte de fonds, le fundraising. C'est en gros, c'est aller chercher de l'argent pour les associations ou les fondations. Et ça fonctionne aussi avec du marketing et de la communication. Ouais, c'est ça, Okay. La communication, l'engagement. Et voilà, donc je fais ça pendant 15 ans. Et après, je rejoins une association qui s'appelle Mille et une fontaines et qui me permet de découvrir l'entrepreneuriat social et solidaire. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire qu'on ne peut pas tout dépendre des dons. Donc, il faut des modèles hybrides. Et je crée notre CASA il y a 1 an, passionnée par les enjeux d'éducation. Ok. Tu peux nous dire ce que c'est notre CASA ? Oui. Alors, notre CASA, en fait, à la base, ça part d'un échange avec Dorine Bourneton, qui est une amie. On était un peu embêtés avec nos ados qui rentraient en 3e, seconde, et qu'on sentait complètement en déboussolé, en perte de sens, pas envie de se lancer dans l'aventure du lycée. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour leur donner envie ? Et c'est là où je me suis dit, mais finalement, dans la levée de fonds, on dit toujours que donner fait du bien. Et pourquoi on pourrait pas décliner cette idée-là avec le mantra « faire fait du bien ». Et là, on a imaginé avec un prof de théâtre, un copain qui bossait dans des jeux d'intelligence collective, une amie qui était coach d'orientation, tout un parcours qu'on a appelé parcours de l'engagement, qui permettait à des lycéens, à l'époque c'était que des lycéens, de créer leurs projets solidaires. Ok. Et donc, du coup, il y a eu beaucoup de projets qui sont créés depuis ? Ouais, alors on a eu des projets hyper différents. On a eu des projets sur la déforestation, on a eu des projets sur le harcèlement, on a eu des projets sur le racisme, on a eu des projets sur les enfants défavorisés, sur les femmes battues. Enfin, c'est vraiment des sujets, beaucoup de sujets de société. On a eu aussi des sujets liés à la maltraitance animale. En fait, ils ont une imagination débordante et surtout hyper envie de trouver des solutions. C'est des projets qui datent maintenant ? Non, les derniers, ils datent de juin l'année dernière. D'accord. Et en fait, tous les ans, on a des nouvelles promos. Donc là, on va commencer des nouvelles promos à partir de novembre-décembre avec un nouveau modèle. Donc, on parlera peut-être, mais qui est l'idée d'impliquer les parents. Parce que ça permet aussi de répondre à d'autres problématiques du système éducatif. Dans la mesure où, en fait, aujourd'hui, on a un système éducatif avec des petites têtes brunes, blondes, rouges de toutes les couleurs qui arrivent, qui ont 4-5 ans. Et en fait, quand ils ressortent
à 17-18 ans et en fait, on en a un jeune sur 5 qui va pas bien, enfin, qui connaît des épisodes dépressifs et on en a 100 000 qui décrochent. Et donc la question, c'est comment on fait pour que, en fait, on continue pas ce système-là, sachant qu'en fait, les choses vont en s'accélérant. Donc, les chiffres vont plutôt sur malheureusement une tendance haussière. Et comme on n'est pas ministre de l'Éducation, comme c'est compliqué de changer les règles, et que même si on change les règles, globalement, ça produit toujours les mêmes effets, on s'est dit que, en fait, si on reliait les parents, les profs et les élèves autour de box qui vont leur permettre de créer ces défis solidaires ou environnementaux ou des défis, on a un nouveau défi qui va être Kiffe ton futur. En fait, on arrivera beaucoup plus à changer la donne. Et c'est pas un peu challengeant d'impliquer les parents? Ça va être hyper challengeant, c'est le c'est le challenge de cette année. Ouais. À la fois, moi, je me positionne en maman, je me dis, si on m'avait proposé une solution où juste 3 jours, 3 demi-journées même dans l'année scolaire, je peux coacher des jeunes et apprendre aussi sur moi et aussi du coup mieux comprendre mon ado. Je pense que je l'aurais fait. Je crois qu'on l'a tous fait en tant que parents quand il fallait aller faire des sorties et que finalement il y a un moment en fait, notamment à partir du collège où en fait les parents sont plus intégrés. Et finalement, de pouvoir parler à d'autres jeunes, c'est aussi une aide à mieux comprendre nos enfants. Ah oui, ça c'est une évidence, ouais. Ouais, je te dis ça va être challengeant parce que j'ai des feedbacks que je peux avoir autour de moi, l'implication entre l'enseignant et les parents, donc on va parler plutôt de communication entre l'enseignant et les parents, est déjà très compliquée. Encore plus là avec les événements qui se sont passés là récemment, là où vraiment très clairement les adultes ne sont plus du tout les bienvenus dans les établissements scolaires, donc ça va encore complexifier, moi je pense, la chose. Et il y a un double discours. Moi j'ai le discours en fait des enseignants, qui est peut-être pas généralisé, mais c'est vrai quand même, il y en a quand même beaucoup qui me le disent, où ils s'inquiètent un petit peu quand même de ce que sont les parents d'aujourd'hui, cette nouvelle génération de parents. Parce qu'ils ont le sentiment en fait que ces parents-là se déchargent auprès de l'école pour que, au lieu de faire de l'instruction, ils fassent et de l'instruction et de l'éducation, alors que l'école pour moi c'est plutôt un lieu d'instruction et pas d'éducation. Donc apparemment il y en a certains qui sembleraient se décharger. Et à l'inverse, les parents sont hyper contrôlants vis-à-vis des enseignants qui aimeraient faire des choses un peu nouvelles, tu sais, sortir un petit peu du cadre lambda, tu sais, tous ces enseignants en fait qui se forment à l'extérieur et puis qui essayent de faire des choses un peu nouvelles parce qu'ils se rendent compte que leurs élèves sont différents et qu'il faut essayer d'autres choses, quoi. Et là, ils sont face à des parents qui sont pas du tout pour, quoi. Eux, ce qu'ils veulent, c'est le cadre en fait de ce qu'ils ont connu quand ils étaient à l'époque, quoi. Et donc je me dis, tu vois, c'est pour ça que je pense que ça va être challengeant. Mais c'est vrai, ça va être challengeant. Après là, j'ai eu l'accord hier d'un lycée. J'espère en avoir d'un collège. J'attends la réponse. Mais c'est vraiment ça la question en fait. C'est comment on fait ensemble et comment on fait pas contre. Et un des constats, c'était justement de se dire que aujourd'hui, il y avait un rapport parent-enseignant qui devenait de plus en plus tendu. Avec des parents qui essayaient de bien faire. Donc, par exemple, il y a un enfant qui a une liste de vocabulaire à apprendre, le parent essaie de lui apprendre et le jour J, l'enfant, il n'arrive pas à ressortir les mots. Alors à ce moment-là, il y a l'enseignant qui dit, en fait, les parents, ils pourraient au moins faire apprendre la liste. Et les parents, ils disent, ouais, mais en fait, les profs, ils donnent pas des consignes claires. Donc en fait, du coup, on est sur ce qui est en train de se passer dans la société aujourd'hui, une polarisation de plus en plus forte, avec des points de vue qui sont en train de devenir irréconciliables. Alors que si on se dit, on fait ensemble, et ne font que ce qu'on vit, et on se dit comme objectif qu'on va permettre à nos enfants d'être mieux préparés au monde de demain, peut-être que là, il y a déjà une vision commune et un intérêt commun. De dire, voilà, on veut que chaque enfant de chaque établissement, il soit mieux outillé. Et puis, en fait, c'est en faisant ensemble qu'on va se rendre compte que, oui, en fait, on est capable de mieux se comprendre, on est capable de se relier et on est capable de créer ensemble. Et en fait, en travaillant sur ces 3 leviers-là, en fait, du coup, on crée de la capacité d'agir et on crée de la puissance d'agir. Donc, c'est le pari de la V2 de notre CASA.
Ce qui veut dire que vous avez déjà identifié des collèges, des lycées, enfin des zones sur lesquelles vous allez commencer, j'imagine, ouais, c'est ça? Ouais, on a déjà identifié des zones et en fait, on voudrait avoir quelque chose d'assez mixte. Donc avoir à la fois des collèges en zone prioritaire, à la fois des collèges qui soient pas que en région parisienne, parce qu'aujourd'hui on est en région parisienne, et on voudrait même essayer un collège en zone rurale OK. Et donc ça, quand tu dis et d'avoir des pilotes. OK. Et donc vous êtes fixé un objectif, j'imagine, sur du court et moyen et long terme? On s'est fixé 3 objectifs, 3 collèges ou lycées d'ici la fin de l'année 2004, donc avec des projets réalisés OK. en fin d'année scolaire donc 2023-2024, donc en juin 2024, et 100 établissements à 3 ans. C'est OK. très ambitieux. OK. Et il faut combien de parents pour s'impliquer dans le projet? Vous avez déterminé aussi le nombre de parents? En fait, il faut un parent pour, dans l'idéal, 3 élèves. OK. Donc ça fait beaucoup. Ouais. Ça fait beaucoup. Après, moi, ce que j'ai constaté, c'est que les jeunes qui avaient été formés à la pédagogie et au parcours, en fait, il y en a une qui a renouvelé l'année dernière. C'est-à-dire qu'en fait, elle a accompagné d'autres jeunes, notamment OK. des jeunes en situation de décrochage. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer une communauté, sachant que ça prend pas beaucoup de temps. C'est juste un jour et demi. Sachant qu'aussi, c'est pour les lycées, les établissements qui jouent le jeu, c'est aussi des points Parcoursup. Et OK. donc c'est aussi un moyen d'aller lutter contre les inégalités créées indirectement par Parcoursup, le fait que certains jeunes n'ont pas la possibilité de faire des activités extrascolaires parce que ça coûte trop cher. Mmh. Finalement, en faisant les activités Notre Casa, ça leur permet aussi de se doter de nouvelles compétences et d'avoir des choses à raconter et de générer de la fierté aussi. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est on va aller travailler sur 5 compétences qui aujourd'hui sont pas assez enseignées à l'école, qui sont selon différents rapports, notamment le rapport PISA, mais pas que, la communication, la coopération, la créativité, la pensée critique. Et on voit que c'est très très nécessaire aujourd'hui cette question de pensée critique, parce que ça pose aussi des questions de démocratie à long terme. Et moi, je rajoute la confiance en soi. Donc, on va travailler ces 5 C. Donc, du coup, finalement, tout le monde a à gagner. C'est vrai qu'on va pas proposer aux parents de les financer et on va pas donner d'argent aux parents pour animer ces ateliers, mais eux, ils vont en ressortir avec quelque chose. C'est eux, ils vont aussi gagner en compétences et ils vont aussi trouver du sens à animer ces ateliers. Donc en fait, ça implique quoi pour le parent? Ça implique du temps, comme tu disais, une Oui, journée et demie? ça implique 3 heures de formation au début OK. pour nos fameuses box et après une demi-journée sur 3 mois, enfin pendant 3 mois. Donc une Une journée et demie en demi-journée 3 mois. sur une période de 3 mois? Juste une Ouais. demi-journée sur 3 mois? OK. Mmh. Une demi-journée, en one shot ou c'est splitté sur 3 mois? Avec le groupe de jeunes. Avec le groupe de jeunes? OK. Ouais, donc ça va, c'est correct quand même en termes de temps, quoi. Ouais, aujourd'hui, on arrive à faire tenir le parcours en quelques heures en fait, et en quelques heures, on arrive à faire des réalisations. D'accord. En fait, on a vraiment dans les box des outils. Donc chacun peut s'approprier les différents outils. Il y a des outils qui sont obligatoires, mais il y en a d'autres, ça va être vraiment laissé à l'appréciation de l'animateur. Si par exemple il y a des jeux de théâtre qu'il aime pas trop, il va pas être obligé de les faire. Mais par contre, il y aura des jeux d'intelligence collective qui seront un passage obligé. Il y a des jeux de développement personnel où on va permettre à l'enfant de réfléchir sur ses qualités, ses points forts, ses valeurs, ce qui l'anime, qui sont obligatoires. Mais après, chacun peut s'approprier aussi le parcours. OK. Vous avez intégré, le jeu de cartes «C'est quoi le bonheur pour vous»? Non, mais c'est une super idée. Ah oui, non? Ah franchement, en t'écoutant, c'est pas enfin, ça me fait penser à ça, en fait. Je me dis, peut-être que ça peut être une bonne idée, ouais. Ouais. OK. Et donc ce qui veut dire que les parents et donc leurs enfants, plus les enseignants, avancent tous ensemble sur un seul et même projet, quoi? Exactement. OK. Et en fait, c'est hyper riche parce que enfin, de cette découverte, de cette, en fait, cette clairvoyance des jeunes, il y a un côté très rassurant aussi. Il y a un côté vraiment porteur d'espoir. Moi, quand j'entends des jeunes qui me disent, en fait, il est temps, enfin, sur des questions de violence, il est temps que la honte change de chemin. Je trouve ça vachement rassurant par rapport à une génération qu'on dit,
un peu perdues. Ou je me rappelle l'année dernière, au mois de juin, c'était dans en lien avec vraiment un public en décrochage, donc des jeunes de 16 ans qui avaient pas de formation, pas d'emploi, qui n'avaient jamais eu aucun diplôme, et ils se questionnaient sur le harcèlement et le racisme. Et il y avait des jeunes qui disaient mais en fait moi je comprends qu'il y ait des gens qui puissent avoir peur de nous parce que finalement on est dans des postures et on n'a pas le choix dans ces postures-là. Et donc la question qu'il faut qu'on se pose, c'est comment on peut bouger de posture, comment en fait on peut prendre conscience que en fait on s'est mis dans un rôle, mais que ce rôle, c'est pas forcément qui on est. Et du coup, on avait débouché sur un quiz racisme humoristique. Donc, c'était le projet qu'ils avaient fait. Et ils s'étaient rendus compte que souvent, les gens, ils étaient racistes, mais ils s'en rendaient pas compte. Mais on pouvait pas leur dire en frontal. Mais par l'humour, il y avait une piste d'entrée, donc avec des questions qui étaient parfois un peu troublantes, on va dire. Ils étaient là et c'était ça qui était intéressant en fait. Et ça, en fait, de voir ça, en fait, on est porté par leur énergie. Donc il y aura pas en effet d'argent possible pour les bénévoles, mais il y aura la possibilité d'en ressortir avec des réponses à des questions d'utilité et d'être porté par l'énergie des jeunes. En fait, c'est même limite d'utilité publique, en fait, ce que vous faites. Ouais, c'est ça, ouais. En tous les cas, aujourd'hui, on est d'intérêt général et ce serait super d'être d'utilité publique. Mais moi, mon rêve, ce serait que tous les jeunes, ils aient la possibilité un jour de faire ces projets-là, de faire ce projet qui lui permette de trouver du sens. En fait, le fait de se connecter à quelque chose de plus grand que soi, c'est reconnu même dans certains par certains hôpitaux psychiatriques qui traitent avec les jeunes. En fait, ça permet aussi de se déconnecter de soi pour se reconnecter à quelque chose de plus grand et donc de retrouver un pouvoir d'agir, de retrouver du sens. Alors là, moi, je suis très bien placé pour en parler parce que c'est vraiment ce que je vis depuis 20 ans. Et quand j'ai commencé à créer mon entreprise, ce qui m'animait en fait quelque part, c'est que je sentais de manière intuitive qu'il fallait que je mette à contribution mes talents innés pour quelque chose qui me dépasse. Et donc dans ma tête, c'était pour l'humanité, pour la planète, pour quelque chose, vraiment un truc qui me dépasse, quoi. Et encore à l'heure d'aujourd'hui d'ailleurs, j'ai réussi à mettre des mots dessus il y a peut-être 5-6 ans en arrière. Je me sens au service d'eux, tu sais. C'est assez étonnant en fait comme constat, quoi. Je sens vraiment que je suis au service de quelque chose qui me dépasse. Et donc, du coup, ça fait le pont avec cette grande étude que j'ai menée. Tu sais, j'ai réalisé le film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» J'ai interviewé 1500 personnes dans 25 pays. Je leur ai posé tout le temps la même question. C'est quoi le bonheur pour vous? Et ce que j'en ai retiré parmi plein d'idées, c'est que le fait de mettre à contribution qui on est, vraiment qui on est, c'est-à-dire avec nos valeurs, nos compétences innées, comme je te disais, vraiment ce qui nous caractérise chacun, dans ce qu'on est le plus profondément, et qu'on puisse le mettre à contribution et donc du coup se sentir utile dans la société, ça permet vraiment à tous les individus, quels qu'ils soient, justement de tendre vers du bonheur, en fait, très clairement, quoi. C'est vraiment ça, ouais. Et ça me fait rire parce que j'ai été faire des micro-trottoirs dans des lycées et donc il y en avait, non mais c'était hyper animé, donc il y en avait qui disaient non mais nous en fait c'est vraiment la question du sens et la question de voilà c'est quoi notre utilité, quelle place on va avoir dans le monde de demain. On parle tellement, enfin voilà on dit tellement on sait pas comment sera 2030, mais ce sera quoi notre place. Et donc voilà, donc moi j'étais là, je notais. Et à la fin, il y en a un qui me dit mais pourquoi vous faites ça vous? Je dis moi c'est pour trouver du sens. Et il me dit parce qu'à votre âge, on a encore besoin de trouver du sens. Je dis je crois qu'à tous les âges, on a besoin de trouver du sens. Moi j'ai l'impression quand même qu'on peut résoudre l'équation. Et c'est pour ça que je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation là, ces 10 dernières années. C'est que, en fait, moi, j'aime bien ce terme punchline. Je dis souvent ça. En fait, ma dernière punchline là en ce moment, c'est tout part de l'éducation. Et si tout part de l'éducation, alors tout part de la connaissance de soi. Et donc, si on amène justement le plus tôt possible les individus à bien se connaître, mais vraiment en profondeur, hein, tu sais, leurs émotions, qui y sont réellement, qu'est-ce qui les font vibrer, leurs talents, vraiment qui y sont donc, dans le domaine de la connaissance de soi. Je crois qu'on fait un joli cadeau à l'humanité parce que mon constat, c'est qu'il y a peut-être 80% de la population là qui passe à côté de qui elle est réellement et de ce qu'elle pourrait apporter justement à la société, quoi.
Ben, c'est pour ça que tout à l'heure je disais, en fait, il y avait des passages obligés, notamment le jeu de la fleur, où tu es vraiment, voilà, tu dois vraiment faire cet exercice de quelles sont tes valeurs, quels sont tes points forts, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te ressource. Et c'est pour ça que je crois que, enfin, pour les parents, ce sera un vrai plus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, en effet, se posent pas la question. Et donc, en plus, ils ont la partie pédagogique de pourquoi on pose la question, à quoi ça sert. Donc, du coup, ils auront les deux côtés. Et c'est évident que même si on va pas leur demander de le faire, mais que du coup, eux-mêmes vont se poser la question. Ah bah ouais, j'espère, ouais. Enfin, en tout cas, moi, je le mesure maintenant d'avoir cette chance, de me rendre compte d'avoir cette chance, d'avoir commencé très tôt, à l'âge de 10 ans, tu vois, à cheminer, on dit, vers soi, tu sais, pour vraiment se comprendre. Et je vois en fait le temps que j'ai pu gagner, hein, bien évidemment, ça m'aide énormément dans ma vie perso, dans ma vie professionnelle, Mmh. et c'est ce que j'essaie de transmettre avec tous les outils, que ce soit dans le monde du bonheur ou de l'éducation, quoi. Ouais, mais c'est Je super. Et j'adore l'idée de rejoindre les deux, de Mais rejoindre oui, bonheur et éducation. mais Il ça me faudrait y parle. avoir des cours, des cours de bonheur. Ouais. Mais c'est ça, mais tu sais qu'il y en a, hein, enfin, pas en France, quoi, mais il y en a par exemple en Inde, il y en a aussi, je sais, au Japon, ils en font aussi aux États-Unis. Bon, peut-être qu'un jour ça viendra en France. Nous, on a des coach happiness managers dans les mondes de l'entreprise. Mmh. Peut-être qu'un jour on aura des gens qui nous Pourquoi pas. transmettront, parce que c'est ça qui est dingue. Moi, c'est ce que j'ai retenu de cette étude-là, c'est que vraiment il y a des outils, c'est-à-dire qu'on peut nous apprendre. Ça s'apprend en fait, le bonheur, et on peut vraiment nous l'apprendre. Après, c'est à chacun de le mettre en pratique en fonction de qui il est, de son environnement, de qui il est en fait, tout simplement. C'est vraiment quand même très différent d'un individu à un autre, mais il y a des bases qu'on peut vraiment nous apprendre et qu'on peut essayer de mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Et c'est vraiment ça aussi, l'idée de faire. Enfin, la force de notre casa, c'est que on se contente pas de faire un prototype, en fait. On va vraiment jusqu'au bout, et c'est ça ce que retiennent les jeunes, parce que finalement, c'est un espace où ils vont pouvoir expérimenter. Et aujourd'hui, il y a plus d'espace où on peut expérimenter, en fait. Enfin, même, ils sont hyper violents parfois. C'est-à-dire que, au jour, il y en avait un qui me disait, mais en fait, j'ai eu un échec amoureux. Je dis, un échec amoureux, mais enfin, ok, une déception amoureuse. Et en fait, ils voient tout. En fait, c'est tout enfin, c'est très blanc-noir. Et donc, du coup, d'avoir cet espace où on peut expérimenter, et en fait, on se rend compte que parfois, on imagine une solution, mais ça va pas aller. Par exemple, il y avait un groupe, en fait, ils étaient hypersensibles à la question de la déforestation. Et donc, le parcours qu'on avait imaginé, il y en avait un d'eux, en fait, il y avait la maman qui tenait une boutique, et on s'était dit, bah, on va faire des ateliers, une sorte de fresque de la forêt dans la boutique, et on proposera à des gens de revendre d'anciens produits, et tous les bénéfices se feront pour l'association. Et pas 30 secondes, on s'est posé la question de l'acceptation de la maman du projet. Et en fait, au dernier moment, elle dit non, mais finalement, moi, je ne veux pas le faire dans la boutique. Donc, on a dû complètement changer notre fusil d'épaule, et finalement, c'est devenu un quiz forêt, parce qu'il y avait aussi, on a trouvé un quiz forêt, et on a proposé à tous les jeunes du lycée de mesurer leur empreinte forêt, et du coup de sensibiliser à la question de bon, on n'a peut-être pas besoin de 10 paires de baskets, et de redonner toutes les vieilles fringues sportives à une recyclerie sportive qui était à côté. Donc c'était ça aussi la pédagogie, c'est vraiment de se dire que en fait il y a pas d'erreur, il y a pas d'échec. Et d'ailleurs, du coup, c'est même pas un mot qui est employé. Et on sait qu'en France, on a une vraie difficulté à tester les choses. En fait, on est très voilà, très scolaire dans la démarche. Et il y avait une fille aussi qui m'avait dit, Marie, elle avait dit, mais en fait, à l'école, on apprend bonne note, bonne note, bonne note, bonne note. Et après, on nous balance dans le monde réel sans aucun kit de survie. Et en fait, à notre casa, on apprend vraiment que, en fait, on est capable de beaucoup plus que ce qu'on croit qu'on est capable de faire. On est là pour expérimenter, et c'est la grande force de l'enseignement. Et ça, j'aimais bien parce que ça résume bien ce qu'on essaie de faire. Ouais, c'est chouette parce que pour parler de l'échec, enfin, je crois qu'on partage le même point de vue. En France, c'est quand même très très mal vu. Même par exemple les banques, quand tu es chef d'entreprise, si tu t'es planté et que tu as coulé une boîte par exemple, bon bah tu peux être certain en fait que les banques elles vont pas te suivre. Par contre aux États-Unis, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que si tu t'es planté une fois, au contraire en fait, elles vont te suivre parce qu'elles se disent bon bah normalement il a retenu les leçons et ça devrait être beaucoup mieux en fait que ce premier échec, hein, je le mets entre guillemets, qu'il a pu avoir. Et on n'a pas du tout le même regard, quoi. Aux États-Unis, j'ai eu un échec, je me suis trompé, mais j'ai appris des choses, j'ai retenu
donc du coup, je vais faire différemment. Et nous, en France, bah, c'est pointé du doigt, en fait. C'est que tu es mauvais et que, bah, en fait, il faut que tu fasses autre chose, quoi, en gros. Et en fait, ça commence dès le début. Ça commence Bah oui, très, très tôt. bien sûr. Et donc, Ouais. comment, en fait, on peut offrir cet espace de liberté et d'expérimentation qui permet d'aller découvrir des talents qu'on n'avait pas imaginés. Il y en avait une, un jour, ils voulaient distribuer des kits d'hygiène l'année dernière à des enfants défavorisés. Et il y en a un qui a eu l'idée de rajouter des petits mots positifs. Et on voulait vraiment que ce soit quelque chose de dessiné pour montrer que c'était vraiment pas un truc imprimé. Enfin, voilà, on voulait apporter une attention. Et il y en a une qui a dit non, mais moi, je peux pas dessiner, je suis nulle en dessin. Et je dis, mais quand même, essaye, regarde ce modèle, essaye de t'inspirer, etc. Et elle a fait un dessin. Et c'était juste incroyable. Et à la fin, elle était hyper contente. Elle dit, mais je suis trop bonne en dessin. J'ai un vrai talent. Ah mais on se C'est chouette. sous-estime. Ah Ouais. oui. Ah oui, Ah complètement. oui, on a un jeu pour ça aussi. On a Ok. aussi une activité, alors qui est optionnelle, mais sur les croyances limitantes, de comprendre que en fait, enfin voilà, on est notre pire censeur. C'est clair. Mais en même temps, j'ai envie de dire, il faut pas se flageller parce que pour moi, c'est aussi extrêmement lié au conditionnement de notre société. Tu vois, le conditionnement, peu importe dans le pays dans lequel on se trouve, est quand même assez fort. Pour moi, ça englobe beaucoup de choses, hein. C'est vraiment sociétal, hein. Donc, c'est l'éducation, la politique, l'économie, les médias, donc le mainstream. C'est vraiment beaucoup de choses qui fait que quelque part, on est vraiment formaté à avoir une vision, tu sais, un peu comme une vision de la vie. Et d'ailleurs, moi, j'aime bien, je continue à suivre des séries pour suivre un peu les tendances sociologiques, tu sais, pour comprendre un peu justement dans quelle direction la société elle a envie de nous orienter, quoi. Et je trouve ça intéressant, notamment, moi, j'ai regardé il y a pas longtemps la Sex Education sur Netflix, qui montre vraiment tous les codes qui sont, bah, en fait, envoyés aux jeunes, hein, très clairement. Hein, enfin, c'est tellement loin. Je veux pas faire boomer, hein, mais c'est tellement loin de ce que nous on a connu. Mais en même temps, je trouve que c'est important de suivre parce que ça montre la tendance de comment la génération elle évolue et comment elle perçoit, par exemple, l'échec dans Sex Education, comment elle perçoit la sexualité, etc., etc. Et c'est vrai que c'est tellement différent d'une génération à une autre que c'est important, à mes yeux en tout cas, de suivre cette évolution. Ouais, c'est vrai que moi, je regarde pas, en vrai, je regarde pas les séries. Ok. J'avoue, j'ai pas de Moi non plus, en fait, tu sais, je suis pas un Ouais. accro de séries, mais il y en a certaines comme ça qui me donnent le pouls. Ouais, pour moi, c'est important en fait de comprendre comment on est en train de quelque part de les formater, de leur donner des infos qu'ils ont peut-être pas forcément envie, et de leur faire croire que bah, pour Sex Education, que la sexualité maintenant elle est comme ça. Alors que je t'assure que si tu regardais la série, c'est J'ai regardé par curiosité. ouais, franchement, c'est très très loin de ce que nous on a. Enfin, moi, je suis né en 78, je sais pas toi. Moi, 72. Ok, bon, bah, on est à peu près de la même génération. Bah, par curiosité, franchement, si tu as des ados, regarde quand même parce que c'est très loin de ce que nous on a connu, quoi. Et très clairement, c'est ce qu'ils vivent franchement à l'heure d'aujourd'hui, quoi. Et donc, bah, on parle d'échecs aussi dans ces séries, on parle de beaucoup de choses, hein. Et voilà. Et donc, pour moi, l'échec, c'est quelque chose de très bénéfique. Et là encore, hein, je suis le premier à en parler. Je suis tombé plein de fois, j'ai dû me relever, faire différemment. Là encore, à l'heure d'aujourd'hui aussi, j'ai subi des échecs, mais ça me permet de voir les choses aussi différemment. Et puis, à force d'essayer, ça marche, quoi. Je pense souvent, tu sais, à Einstein, à Léonard de Vinci, à toutes ces personnes qui ont créé des choses qui ont changé notre vie. Au début, ils ont forcément eu des échecs, quoi. Ça n'a pas marché tout de suite. Ouais, c'est sûr. Ou quand on est des enfants, tu sais, quand on apprend à marcher. J'ai plus le chiffre, mais je sais plus combien de fois on se relève pour apprendre à marcher. Tu vois, si on gardait un peu cette niaque qu'on avait quand on était gamin, juste pour marcher, je pense que là aussi, ça changerait beaucoup de choses dans notre vie, quoi. Ouais, Alors, et de pouvoir rêver aussi. Là, ouais, dans une des box, en fait, c'est vraiment essayer de kiffer ton futur. En fait, tu t'imagines ce dont tu aurais vraiment envie, quoi. ok. En ayant réfléchi en amont sur tes propres aspirations et ce qui te donne de l'énergie tous les matins, quoi. Hmm. Et est-ce C'est vrai que tu as le feedback de ces projets qui ont déjà été montés? Bon, le projet est monté, il est lancé. Est-ce que toi, après, je sais pas, 6 mois, 1 an, 2 ans après, est-ce que tu sais si ça continue dans le temps? T'as des Non, feedbacks? aujourd'hui, il continue pas. Aujourd'hui, on est vraiment sur du one shot. Ok. C'est une vraie question.
Ce que je voulais vraiment initialement, c'était que, en fait, chacun soit créateur du projet. Et donc, il y a eu l'année dernière une tentative de faire reprendre le projet à d'autres, notamment un projet Café du Cœur. Mais du coup, il manquait ce volet création. Donc, je pense il y a peut-être une histoire de taille critique où en fait à chaque fois on viendrait optimiser. Donc en fait, je garde tout bien précisément, bien précieusement, etc. pour voilà apprendre à chaque fois. Mais c'est vrai que ouais, je me suis beaucoup posé la question de la durabilité et de la question entre création et durabilité, sachant que aujourd'hui c'était plutôt avec des jeunes de seconde. Et en fait, dès la première, enfin même déjà dès la fin de la seconde, ils ont une pression assez incroyable. Donc on en avait qui avaient continué la première année, en début de première, et qu'on lâchait à partir de janvier parce qu'il y avait la pression du bac qui était trop forte, la pression du contrôle continu. Donc on n'a pas pu le garder en tant que tel, mais c'est une vraie question. Est-ce que tu as l'impression que ça peut faire naître des vocations chez certains? Alors il y en a qui du coup ont fait des stages dans des associations. Okay. En fin de seconde, qui avaient la possibilité de faire un stage. Oui, je crois que de toute façon, en faisant parler les mondes, on va se rendre compte que le monde associatif, c'est pas celui qu'on imagine. Moi personnellement, voilà, pour avoir été en association, on n'a pas besoin non plus. Certes, c'est une baisse de salaire à métier comparable, mais ça permet aussi de répondre à une quête de sens tous les jours quand on se lève, parce que on sait que notre travail il permet à la fin de permettre aux bénéficiaires d'avoir accès aux services, ou alors de déployer, d'augmenter la taille de bénéficiaires. Et finalement, c'est exactement les mêmes métiers, mais sur une activité différente. C'est marrant parce que la quête de sens, ça revient dans ton discours, de donner du sens, tu sais, à sa vie. Moi, en parallèle de ça, je m'intéresse beaucoup aux zones bleues. Je ne sais pas si tu connais les zones bleues dans le monde. Non, je ne connais pas. En fait, il y a 6 zones bleues dans le monde. Ce sont des zones qui sont des pays, hein, c'est 6 pays. Par exemple, en Sardaigne, au cœur de la Sardaigne, tu as une zone qu'on a appelée la zone bleue, où tu as une recrudescence de centenaires, parfois même ils vivent jusqu'à 110, 115, 120 ans, et ils sont en pleine forme, vraiment. C'est-à-dire que tu vois aussi leur aspect physique, ils ont une belle peau, ils continuent à avoir une activité physique, à rencontrer du monde et tout, etc. Et donc, on a remarqué qu'il y avait quand même des points communs entre tous ces pays, dont notamment, malgré leur âge, ils ont du sens à se lever tous les matins. Et donc, ce sens, pour eux, par exemple, c'est d'aller dans une association pour être bénévole et aider. Ça peut être aller voir un ami à un moment donné dans la journée. Mais ce besoin de sens est vraiment intrinsèque à tous les êtres humains. C'est ce qui nous permet justement d'être bien dans notre tête, de continuer d'avancer sereinement. Ouais, parce que sens, c'est pas juste la verticalité, c'est aussi avoir une direction. Oui, c'est ça. Donc c'est aussi une aspiration. Exactement, exactement. Et c'est pour ça que je te dis que pour moi, c'est tellement important d'amener les enfants le plus tôt possible, justement, à comprendre en fait qui ils sont, à voir le plus tôt possible qu'est-ce qui les fait vibrer, justement, pour que ça donne du sens un peu plus tard dans leur vie, que ça me paraît tellement fondamental de mettre beaucoup plus d'énergie que ça, en réalité, dans notre société, que ça l'est là à l'heure d'aujourd'hui. Heureusement, il y a des gens comme toi qui se mobilisent, et il y en a plein, hein, il y a des millions de personnes quand même, il faut le rappeler, hein, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se mobilisent. Mais on n'est pas encore assez. Il faudrait qu'on soit à plus de 50% de la population. Alors, je crois qu'il paraît qu'il suffit que 3,5% des gens se mobilisent pour faire un effet de bascule. Ah bah, ce serait cool. Moi, donc, il faut trouver les 3,5% autour de nous. C'est ça. Bah, tu sais, moi, dans les événements qu'on organise, c'est tout le temps très rassurant. Ça redonne foi en l'humanité, en fait, de voir justement toutes ces personnes qui viennent et qui se mobilisent aussi, chacun de leur côté. Ça crée un égrégore collectif positif vraiment génial, mais en même temps, c'est infime. Tu vois, par exemple, au congrès, c'est quoi le bonheur pour vous? On va être que 600 personnes. 600 personnes sur, on est quoi? On est 80 millions de personnes en France, c'est ça? Ouais. Tu vois, c'est pas beaucoup. Mais il faut en faire dans plein de villes. Dans plein de villes. C'est ce qu'on s'évertue à faire, avec le congrès Innovation en Éducation. On change de ville à chaque fois. En fait, nous, ce qu'on se dit, peut-être que tu partages le même point de vue, c'est que, par exemple, là, à Arcachon, c'est 600 personnes. Pour nous, c'est 600 graines qui vont être semées. Et donc, ces gens-là, potentiellement, ils vont se transformer en jardiniers.
et eux aussi, à leur tour, ils vont semer des graines, tu sais, autour d'eux, quoi. Et donc, nous, on croit à ça, en fait. On se dit qu'une graine qui a été semée, a priori, elle peut se multiplier de manière assez rapide et exponentielle. Tout dépend de la vitesse à laquelle elle pousse. Mais nous, on croit fermement à l'essaimage de graines. Mais ça, c'est clair. Et là, moi, par exemple, je fais partie d'un parcours, je vais faire de la pub pour Ticket for Change, qui va aller former des entrepreneurs sociaux avec tout un parcours qui dure 6 mois. Et c'est 50 entrepreneurs par an. Mais en fait, au final, c'est bien plus, parce que derrière, ça va aussi aller, pareil, donner envie à d'autres de se lancer, alors que, bah voilà, on n'a pas à la base. Enfin, moi, j'ai profil salarié pendant des années, donc du coup, il y a un côté à la fois rassurant par l'âge, mais flippant le fait de l'avoir jamais fait. Donc, Oui. en effet, ouais, toutes ces initiatives-là, c'est hyper précieux. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de Ticket for Change? Parce que là aussi, je trouve que c'est quand même une belle initiative, quoi. Ticket for Change, c'est né il y a à peu près 10 ans. Enfin, ça va fêter les 10 ans l'année prochaine. C'était l'idée un peu folle de dupliquer une initiative indienne qui était un tour partout dans toute l'Inde pendant 6 mois en train pour aller à la rencontre de personnes qui essayaient de construire un monde plus juste, plus durable, plus équitable. Et donc ces 4 personnes absolument formidables qui ont dupliqué l'idée en France. Donc le parcours, il y a eu plusieurs tests. Aujourd'hui, c'est 6 mois. Il y aura bientôt une soirée à Paris. Alors je pourrais peut-être le remettre dans le chat, mais je sais pas comment on fait. La soirée, elle a lieu le 6 décembre. À Paris, il y en a une à Lyon, qui a réuni plus de 400 personnes, et il y a un nouvel appel à projet, à candidature pour ceux qui sont intéressés, qui a commencé à diffuser. Mais c'est pareil, je pourrais repartager le lien. Super belle aventure avec une super grande communauté et un super beau parcours qui se fait tête, cœur, corps. Donc à la fois voilà, travailler sur le design du projet qui prenne bien en compte l'ensemble des enjeux, mais travailler aussi à faire attention à soi et d'être bien aussi aligné avec ses intuitions profondes. Ah, c'est génial ça. J'aimerais tellement qu'on entende parler plus de ça. Intuition. Voilà en fait un terme que j'adore, quoi. Il y a tellement de peu de gens, je trouve, qui écoutent leur intuition. Est-ce que toi, tu fais partie de ces gens qui est à l'écoute de ta partie intuitive? Oui, je pense que je serai pas là ce soir sinon. Ah ouais? Bon, pourquoi? Ah bah parce que en fait, si tu écoutes le rationnel, tu as toujours une bonne raison de pas te lancer en fait. La société te rattrape à chaque fois en te disant non mais c'est pas très raisonnable, pas voilà. Et puis après on s'arrange aussi avec nos petites contradictions en disant bon bah finalement c'est pas grave, je fais déjà ça, c'est pas mal. On n'ose pas rêver plus grand. On en revient à la question du rêve. Ouais, c'est clair, ouais. C'est quoi qui te motive, toi, tous les matins à te réveiller? Moi, ce qui me motive, alors c'est le fait d'avoir osé me lancer et de me trouver plus alignée que jamais, enfin, plus en paix, plus sereine, d'essayer de me garder à chaque fois aussi des moments pour moi, de pas voilà de conserver un équilibre et une harmonie et d'apprendre tous les jours et j'ai découvert qu'il y avait 3 besoins fondamentaux. C'était le besoin de se relier, donc du coup de rencontrer des super personnes comme toi par exemple, le besoin de créer, donc c'est vraiment ce que je fais, et le besoin de comprendre. Et en fait, ça passe forcément par une découverte, voilà, en rencontrant d'autres personnes. Moi, du coup, j'ai quand même essayé de comprendre ce qui se passait pour les jeunes. J'ai été les voir. Enfin voilà, qu'est-ce qu'il y a et voilà, de les écouter, de les entendre dire bah en fait ouais j'ai peur, je me sens pas capable, j'ai la flemme, j'ai pas envie, voilà, de savoir comment est-ce qu'on travaillait ça, d'essayer de comprendre vers quoi se dirigeait le monde aujourd'hui. Ou en tous les cas, voilà, quels étaient les grands courants et soit d'accepter, soit pas accepter. Donc ouais, c'est la plus belle aventure de la vie en fait. J'ai beaucoup voyagé, mais je me dis finalement la plus belle aventure, elle est là, de vivre sa vie. Est-ce que tu arrives à faire une différence entre, je vais nous mettre dans le même sac, notre génération
Et la génération d'aujourd'hui, là, que tu accompagnes, est-ce que tu vois une nette différence? Moi, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus clairvoyants. Ok. Et je pense que s'il y en a autant qui vont pas bien, c'est qu'ils ont bien compris qu'il y avait quelque chose qui clochait et que le modèle qu'on avait à leur proposer, c'était pas un modèle qui les faisait kiffer. Ok. Après, il y a pas mal de gens qui écrivent aujourd'hui et qui disent oui, en effet, enfin, les gens sont perdus. C'est-à-dire que nous, on a été élevés avec la croyance que moi, je pensais qu'à mon âge, toutes les démocraties, enfin tous les pays, à 80%, ce seraient des démocraties et que Ouais. voilà, que on aurait éradiqué la pauvreté, et que voilà, que le progrès permettrait d'être serein sur l'évolution du monde. Or, le constat qu'on fait, c'est que alors Covid ou pas Covid, parce que sur les objectifs du développement durable, tout le monde s'accorde pour dire que c'est le Covid qui a fait perdre 10 ans. Mais je ne sais pas si c'est vraiment, voilà, est-ce que c'est le Covid qui est le symptôme ou la cause ou la conséquence. Mais en tous les cas, ce qui est clair, c'est que la direction qu'on prend aujourd'hui collectivement, elle est pas enthousiasmante. Donc voilà, il faut que les 3,5% arrivent à se coopérer ensemble pour faire bouger les lignes Vraiment. et créer C'est des bien de le nouveaux risques rappeler. positifs. C'est bien de le rappeler parce que, bon, je vais pas te l'apprendre, quoi. Le mainstream nous relate quand même beaucoup d'informations ultra anxiogènes, hein. Ça a tout le temps été comme ça, hein. Donc, pour ceux qui seraient amenés à suivre la télévision régulièrement, à suivre les infos à la radio régulièrement et tout, etc., c'est assez plombant quand même moralement. Et on se rend pas compte justement de ce que tu es en train de dire. En fait, on se rend pas compte de toutes ces personnes qui se mobilisent aux quatre coins de la planète, chacun à leur niveau, chacun avec leurs compétences, avec leur réseau, en fait, avec qui ils sont tout simplement. Et pour moi, ça fait partie de ma vie. En tout cas, je me suis créé ce microcosme, hein, parce que j'ai quand même bien conscience d'être dans un microcosme, mais que je me suis créé dans ce microcosme, parce que je voyage à peu près 6 mois de l'année un peu partout. Bah, en fait, je me rends compte qu'on est des millions et des millions de personnes. Mais ça, il y a personne qui le relate, enfin très peu. Il y a vraiment très peu de médias très puissants, au même titre que TF1 par exemple, qui pourraient toucher des millions et des millions de personnes. Il y a très peu de médias en fait qui permettraient à un maximum de la population de se rendre compte aussi de cette réalité, quoi. Parce que du coup, ils voient pas cette réalité, ils voient juste ce qui est médiatisé, très clairement, quoi. Ouais. Mais c'est là où ce que tu disais au tout début, c'est-à-dire que en fait, c'est tu portes toi-même le message. Oui. Donc, dans les climats de morosité actuels, en fait, d'avoir des petites taches de lumière et de sourire, bah, du coup, peut-être que ça va permettre de questionner les gens, mais du coup, de leur intérieur. Et c'est peut-être comme ça que se fera la bascule. Parce que c'est vrai de se dire, ouais, transition, décroissance, ça fait hyper peur. Mais de voir des gens qui ont choisi, parce que c'est vrai qu'on a la chance de choisir. Pour le coup, on a eu la chance, enfin moi je sais que j'ai eu la chance de pouvoir choisir. Bah, peut-être que ça fera tache d'huile. Et c'est nos transformations intérieures qui feront envie et permettront à d'autres de s'interroger. Ah, mais très clairement, moi, tu sais, j'ai cette phrase de Gandhi qui est accrochée dans mon bureau, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Pour moi, ce changement, il vient purement de l'intérieur, c'est clair. Si tu veux voir un monde différent, bah, commence-toi déjà par changer et à te déconditionner, à enlever tout ce qu'on t'a appris, en fait, tout le conditionnement, quoi, en gros, à repartir un peu sur une feuille vierge. Je sais que ça demande du temps et de l'énergie, que c'est pas très enthousiasmant. Et que c'est un travail de tous les jours. Et c'est un travail de tous les jours et que ça peut être même un peu flippant pour certains parce que parfois on peut avoir des déclics comme ça et se dire waouh, j'étais pas prêt à ça, j'en ai bien conscience, mais en même temps c'est un peu la clé, c'est vraiment la clé, quoi. Tout part de nous, hein, tout part vraiment de nous, quoi. Et Ouais, c'est la question c'est oser. Ouais, voilà, c'est oser. Ce qui est dingue, c'est que quand on ose, en fait, quand on se lance, en fait, ça marche, quoi. Enfin, c'est comme en vélo, quoi, finalement. Ouais. Les choses sont bien faites, la vie est bien faite. Bah oui, complètement. Ouais. Et ce qui est chouette de ce que je comprends, c'est ce que tu transmets, enfin, c'est ce que vous transmettez auprès des jeunes qui vont se lancer après à monter des projets. Enfin, c'est dans cette énergie-là, en fait, que vous les lancez, quoi. Donc, ça va en faire des futurs citoyens, je pense, qui seront, à mon avis, impactants de manière positive pour la société, quoi. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'était un des jeunes m'avait dit ça. Mais vous, en fait, vous croyez vraiment en nous, quoi. Nous avons envie de vous suivre. Et en fait, peut-être, ouais, c'est ça. C'est que c'est ça qui est important, je pense, pour les jeunes, quoi. Avoir un regard bienveillant sur eux, qui leur donne la confiance d'essayer. Et puis savoir qu'il n'y a pas de risque, parce que c'est vrai que moi, il n'y a pas de risque. C'est pas doté. Oui.
Et, ça Ouais, il peut y a être pas que de du plus dans un Parcoursup, quoi. Ouais, c'est clair. Et c'est hyper important ce que tu viens de dire, d'avoir en fait à un moment donné un adulte sur ton parcours de vie, tu sais, qui croit en toi, qui mise sur toi, qui te tire vers le haut et qui t'accompagne en fait, parce que justement il croit en toi. Dis-moi si tu partages aussi ce sentiment. Moi, j'ai vraiment le sentiment que sur l'ensemble de notre parcours scolaire, on rencontre quelques enseignants, quelques adultes, mais c'est pas la majorité, je dis bien quelques, justement, qui nous font un peu comme ça, tu sais, qui nous tirent un peu vers le haut, quoi. Pour X raisons, hein. Mais on voit bien comme ça change la donne. C'est fou, quoi. Mmh. Ça change tout, quoi. Bah, j'en Et parlais hier justement avec un directeur de lycée, qui était lui-même prof de maths à la base et moi j'avais un prof de maths qui avait dit: «De toute façon Charlotte, je sais jamais si elle aura, 0 ou 20». Et donc en fait, c'était hyper malin parce que, finalement je pouvais me tromper, mais du coup, c'est comme ça que je suis devenue hyper bonne en maths. Parce que j'avais trouvé ça hyper, enfin, quand je post-rationalise le truc, je trouve que c'est hyper malin de dire ça parce que du coup, ouais, tu as le droit de te tromper, mais tu peux faire grand. oui, et puis je pense que pour ceux qui ont connu ça, quand on rencontre cette personne-là, cet adulte, hein, quand nous on est enfant ou ado ou jeune adolescent, on se rappelle quand même comme ça, enfin on s'en rappelle encore après à l'âge adulte, comme il a eu un impact quand même sur notre vie, quoi. C'est quand même pas anodin, hein. Donc Ouais. ouais, donc je comprends l'enthousiasme dans lequel ils peuvent être quand vous misez sur eux, on leur dit: «Bah non, mais nous on croit en vous et on va vous accompagner et vous allez voir, ça va marcher, quoi». Mmh. C'est génial. Oh, je pense que tous les ados rêveraient de ça en vrai. En Ouais, ça réalité. serait super de pouvoir le faire pour tous les ados. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi j'ai eu un parcours scolaire qui était très compliqué parce que je suis dyslexique et dysorthographique et donc je croyais plus en moi, enfin je pensais que j'étais nul, que j'allais servir enfin que je servais à rien, quoi, très clairement. Et un jour, mon frère il m'a proposé de faire du kung-fu et donc j'en ai fait après pendant 14 ans à partir de ce jour-là. Et en fait, ce qui a changé, là où j'ai retrouvé confiance en moi, c'est parce que ce jour-là, j'ai eu un adulte en fait qui m'a regardé dans les yeux et j'ai senti en fait que lui, il croyait en moi en fait. Tu vois, je comprenais pas trop, mais je crois vraiment que c'est lui qui m'a amené à être champion de France de kung-fu en 99 en fait. Tu vois, parce que d'un coup, j'avais un adulte qui croyait en moi, qui misait sur moi, qui m'aidait à grandir. Et du coup, j'ai retrouvé confiance en moi. Même si j'étais nul à l'école, ben, en fait, j'avais retrouvé la confiance en moi. Et tu es bien placé, je pense, pour le savoir, hein. Une fois que tu as confiance en toi, après, c'est pour toute la vie, quoi. Ouais, pour toute la vie. Et ouais. Et ça, c'est un truc qu'on n'apprend pas du tout, quoi. Et d'ailleurs, ça fait même pas partie des compétences psychosociales. Et c'est même pas, enfin, il y a certaines personnes qui disent que c'est même pas une compétence, quoi. Ah, C'est juste carrément. de Ouais, surcroît, d'accord. quoi. Ben, dans les, Mhm. enfin, ouais, j'ai eu des échanges avec certains spécialistes et alors que ouais, c'est la clé, quoi. Mais C'est oui, la confiance en soi, carrément. l'estime de soi, c'est la base, quoi. Exactement, ouais. Et si Et j'ai bien. Ouais, vas-y. non, j'allais dire, en fait, si t'as pas confiance en toi, tu peux pas avoir confiance en l'autre. Du coup, tu peux pas avoir confiance dans le lien. Et donc, du coup, pourquoi est-ce que les gens se foutent dessus pour un oui, pour un non? Et je pense que c'est principalement parce qu'ils, enfin, voilà, c'est un peu discussion de comptoir, mais j'ai un peu l'impression que Ouais, mais j'adore. c'est parce qu'ils ont pas confiance en eux. Mais c'est ça, pas confiance en eux et puis peur. Pour moi, il y a deux notions. C'est la peur Mm. et le manque de confiance. Et comme tout est axé autour de la peur, quand même, dans nos sociétés respectives, bah oui, forcément. Je crois que c'est aussi en partie pour ça qu'il y a des guerres de religion et tout ce que tu veux. En fait, quand tu regardes vraiment le fond, c'est de la Mm. peur, hein, tout simplement, hein. Et alors que si on misait sur l'amour, ah, bah là, ça changerait beaucoup de choses, quand même. J'avais lu une étude comme quoi il y avait plus de, je crois, 2000. Enfin bon, c'est pas vraiment. Il y a pas toute personne s'accorde sur les chiffres, mais en gros, on va être exposé entre 300 et 4000 marques par jour. Ok. Et je me demandais sur les expositions aux messages de peur, Hmm. entre les vigipirates, lave-toi les mains, fais attention dans le métro. En fait, je pense qu'on doit être facilement aussi à 200 messages de peur par jour. Ah, mais très Euh, facilement, très facilement. Et tu sais, moi, j'ai habité à Paris pendant 34 ans. Et bon, j'ai remarqué beaucoup de choses à Paris, mais il y avait une chose aussi où j'ai essayé de l'éviter un maximum, c'était justement les affichages publicitaires. Les journaux qu'on te donne gratuitement dans le métro. Tout ça, en fait, quand tu regardes bien, très souvent, c'est des messages qui sont anxiogènes. Très souvent. C'est pas des messages positifs pour tirer vers le haut, quoi. Et donc tout ça, c'est tellement intégré dans notre inconscient collectif, tu vois, ça fait partie du décor, en fait, que une grande majorité des gens ne se rendent pas compte, ne serait-ce que de ce petit détail, quoi. Et qui, en réalité, vient vraiment un peu façonner ton mindset, quoi, ta façon de percevoir la vie, hein. Ouais, Tu c'est vois, assez inquiétant. C'est mais un vrai ouais, sujet, la peur. ouais, c'est un vrai, vrai sujet, ouais. Et donc, ce qui est cool, c'est que toi, tu amènes justement
les enfants, j'espère, en tout cas de ce que je lis entre les lignes, peut-être vers plus d'amour, à croire en eux, à croire en l'autre, à croire en la société, à voir en fait qu'ils ont la possibilité de changer les choses, etc., etc. Donc ça, c'est cool. Ouais, c'est ça. Mais il y en a une qui disait, voilà, j'ai parlé à des élèves à qui j'aurais jamais parlé sinon, par exemple. Où, en Wow. fait, on est vraiment capable d'y aller, quoi. On est vraiment capable de le faire. Et puis, il y en Mm. a, mais on va le faire pour de vrai. Ouais, pour moi, ce qui serait top, ce serait vraiment cette histoire de temps, tu sais, d'échelle de temps, et de pouvoir revoir ces jeunes quelques années après, tu sais, je sais pas, genre Ouais. 5 ans après, dans le temps, pour voir un peu ce qu'ils sont devenus. Ouais, je crois que ce serait vraiment intéressant. Tu es au courant de cette grande étude sur le bonheur qui a été menée par Harvard pendant 75 ans? Non. Imagine, c'est une étude de dingue. C'est la plus grande étude qui a été menée autour du bonheur, 75 ans. Pendant 75 ans, on a suivi des individus, mais à tous les niveaux, hein, au point de vue de leur santé, tout. Et en fait, on s'est rendu compte qu'un des éléments cruciaux pour tendre vers le bonheur, c'était le lien social. D'accord. Voilà. C'est un des éléments le plus important pour un être humain, pour un minimum, on va dire, à tendre vers du bonheur, quoi. Et ils ont mené des expériences, mais c'est pas Harvard, hein, c'est d'autres, je sais pas qui c'est, mais c'est extrêmement grave, hein, ce qu'ils ont fait. En fait, ils ont isolé des bébés. Donc des bébés qui voyaient du monde, on s'occupait d'eux, etc. Et puis d'autres, en fait, qui ne voyaient personne. Bah, au bout d'un moment donné, ils décèdent. Parce que le lien social est Je crois que j'ai vraiment... entendu parler de ce truc. T'en as entendu parler, ouais. Ouais, Ouais. c'est hyper glauque hein, d'avoir fait ça, quoi. Mais bon, voilà, on se rend compte de la puissance du lien social et notamment de la qualité du lien social. Donc que ce soit les amis, la famille, tes collègues, peu importe, mais la qualité est aussi très, très importante. Mm. Mais moi, là, il y a des étudiants de Sciences Po, 4 étudiantes qui bossent sur le projet, enfin sur notre CASA, pour essayer de voir ce qu'on pourrait imaginer au niveau de la communauté de notre Ah, trop CASA, bien. pour voir comment, voilà, on va leur permettre de, enfin, éventuellement même, ça peut même être des conseils pour aller trouver des stages en asso ou des choses comme ça, ou pour poursuivre et montrer en effet que du coup on est en lien et qu'on a vécu un truc ensemble et que ça s'arrête pas là. Et ouais. Et là, je suis en train de me dire, des personnes qui seraient intéressées par votre initiative, quand je dis vote, c'est l'initiative collective, hein, on peut rejoindre facilement le réseau, ça se passe comment, ouais? Ouais, moi en fait c'est Ok. vraiment en mode open source Ok. aujourd'hui. Donc s'il y a des parents qui ont envie de tester ça dans leur collège et que ils connaissent bien le proviseur ou une association de parents d'élèves, on prend contact et moi voilà, je forme au module, ça dure 3 heures, c'est vraiment hyper rapide. Euh, et après, il y a un serveur pour en fait apprendre à mieux. Enfin, je comprends qu'on puisse avoir peur de se lancer sur des sujets et des thématiques, mais il y a vraiment un serveur où il y a plein d'informations qui permettent de mieux comprendre le problème. Et après, il y a toute la recherche avec un expert. Chaque projet, en fait, il y a un expert qui le valide en quelque sorte, qui permet de donner de la caution, qui permet d'éviter aussi de peut-être enfin, par exemple, moi, il y avait sur un des groupes, ils voulaient faire quelque chose contre le harcèlement scolaire. Et ils ont eu l'idée de faire un compte Insta fermé en disant le problème du harcèlement, c'est qu'on n'ose pas aller voir les parents. Et quand on va voir les parents, ils nous disent que c'est des broutilles et en fait, le harceleur ne se rend pas compte qu'il harcèle. Oui. Donc l'idée, c'est d'avoir un compte Insta fermé où les personnes qui se sentent harcelées ont le droit de le dire. Enfin, on peut envoyer un message anonyme. Derrière, selon ce que la demande de la personne, on le médiatise ou pas, de manière à faire prendre conscience au harceleur que bah là, en fait, il a dépassé les règles et qu'il faut qu'il arrête. Parce que un des problèmes qu'ils ont identifié, c'est que souvent le harceleur ne se rend pas compte. En fait, il trouve ça juste drôle. Ah oui, oui, c'est très juste hein, ce que tu dis, hein, c'est clair, hein. Et du Oui. coup, bah, moi, comme enfin, voilà, je connais rien sur la question du harcèlement, et donc, du coup, on a fait intervenir une association spécialisée. Marion l'a main tendue, la fille, elle est géniale. Et elle nous a dit, mais si, super, super bonne idée, allez-y. Et si derrière, vous avez des messages trop durs, moi, je serai là pour vous soutenir. Alors écoute, ça m'intéresse beaucoup que tu me mettes en contact avec elle, parce qu'on est en train de Ok, réaliser tu sais, on fait le magazine Innovation et l'éducation, ouais, et chaque magazine, il y a un thème très spécifique, et un des magazines, dans les prochains mois, il sera dédié justement à la violence et au harcèlement. ok, Donc, bah ouais, si tu me dis je qu'elle te est donnerai top, ses ouais, coordonnées. ok, Elle cool. est super. Et Ouais, elle fait parce que, plein d'ateliers en école. ok, trop bien. Et bah, du coup, on pourra même aussi te solliciter. Ce sera Ouais, intéressant, quoi. bah ouais, Un peu pourquoi plus sur pas. le Même terrain. à la Ouais. limite, les jeunes du groupe de l'année dernière.
Mais carrément, oui, carrément, ouais, trop bien. Oui, parce que là, c'est pareil, tu vois. Bon, là, c'est extrêmement médiatisé ces derniers mois, tout ce qui se passe en termes de violence. Moi, je pense qu'elle a toujours été là, globalement, mais là, c'est un peu plus médiatisé, donc on en parle plus forcément. Mais du coup, nous, on s'est rendu compte, en se renseignant, en questionnant, en allant chercher en fait des experts, que finalement, il n'y avait pas énormément d'experts dans le monde du harcèlement. Bah, ouais, enfin, c'est vrai que je suis tombée sur une toute petite association et c'est vrai qu'on a l'impression qu'en fait, il y a une position victimaire, mais qu'en fait, on n'incite jamais la victime à ne Oui, pas se mettre en position de victime. Et moi, vraiment, mais j'ai tellement aimé, quoi. Quand ces jeunes ont dit non, mais il est temps que la honte, il est temps que les victimes arrêtent de se mettre en position victimaire. Et c'est là où je me dis, mais ils ont juste tout compris. Parce que c'est vrai qu'un des enjeux, c'est vraiment de se responsabiliser. Dire c'est qu'on bon. peut dire, ouais, de toute façon, ça va mal, ou de toute façon, voilà, on va pas y arriver, ça, on va le faire. Mais il y a un moment donné, c'est tellement plus magique de se dire, bah, j'essaye, quoi. Et puis on Ouais, verra. carrément. Je suis en train Donc de c'est là où penser je les à... trouve hyper forts, ces Mais jeunes. oui, mais oui, c'est génial. Je suis en train de penser à un projet, c'est dommage, je l'ai pas en tête, mais je pourrais le retrouver après, je le mettrai dans les commentaires. Je sais pas si tu connais, mais il y a une démarche qui est effectuée tous les ans. C'est comme un festival, on va dire, du court-métrage, qui est exclusivement dans les collèges, et c'est les collégiens qui le réalisent. Tu connais ça ou pas? Alors je connais le festival de Cinéma for Change, Non, mais c'est pas. non, c'est encore autre chose. Ok, bah Ouais, non, je c'est le connais encore pas. autre chose. Ouais, je vais essayer de retrouver le lien parce que j'en ai parlé avec l'équipe justement d'innovation d'éducation là il y a pas longtemps. Mm. Et c'est génial en fait, ça fait depuis 10 ans que ça existe. Et donc c'est des collégiens qui font ça dans tous les collèges de France quoi globalement de ce que je comprends. Et donc une thématique qu'eux ils choisissent, donc on parle de tout, bah, notamment du harcèlement, enfin de plein de choses. Et à la fin, donc à la fin de l'année, c'est comme un festival mais qui a lieu dans chaque établissement, c'est pas national, où on remet un prix en fait du meilleur court-métrage. Et donc, ça me fait penser à ça parce que dedans, justement, il y a des jeunes qui traitent le harcèlement. Et donc, c'est eux qui filment tout. On leur donne du Génial. matériel, et tout, etc. Ouais, je trouve ça top. Ouais. Et donc, peut-être que ça pourrait être des projets intéressants dans ce Ouais, que vous faites. Hein, ouais. Je vais retrouver le lien. Ouais. cool. Merci, Charlotte. Je vois que ça file. Ça Eh fait ben déjà 1 heure. merci. Je vois même pas l'heure en fait sur le truc, donc je sais pas plus. Comment, Je me doute qu'il est tard, il fait nuit. comment on fait pour te contacter, justement, si les gens veulent te contacter? Et ben en fait, vous pouvez soit aller sur notrecasa.org. Ok, Alors pourquoi ça s'appelle Casa? C'est vrai, bon, c'est les jeunes qui ont trouvé le nom. En fait, ok, c'est eux qui ont dit, voilà, ils avaient l'impression qu'ils étaient comme à la maison. Il y en a une qui a dit, ouais, mais maison, ça fait pas très fun, donc on s'est ok, transformé en Casa. Et sinon, je pourrais mettre en commentaire mon adresse email, charlotte.lera@notrecasa.org. ok, parfait. Eh ben, écoute, je te souhaite une belle soirée. Plein Et de ben bonnes merci choses pour beaucoup. la suite. Merci à toi. Et du coup, on reste en contact. Ouais, Pense à m'envoyer les coordonnées de cette dame je là. t'envoie les coordonnées de Marion la Entendu. Ça roule. À tout Ça marche. bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous, que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.